Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Flash Formation en compagnie de mon collègue Marc-Antoine Jeté. Bienvenue à cet épisode aujourd'hui qui va toucher un sujet qui peut des fois être sensible, qui peut être polarisant ou même générer des émotions. Donc, on va vraiment parler aujourd'hui de la diversité, de l'inclusion, de l'intégration des femmes ou des groupes qui sont sous-représentés dans le métier de pompier. Et avant de faire l'épisode, mais évidemment, on a réfléchi à savoir si c'était un sujet qu'on voulait aborder, comment est-ce qu'on pouvait aborder ce sujet-là. Mais on en est arrivé à la conclusion que lorsqu'on discute et qu'on échange sur ce genre d'idées, mais c'est toujours à partir de là qu'on grandit puis qu'on évite les problèmes. Puis on trouvait ça important d'en parler aujourd'hui. Donc, pour en parler, on a notre invité aujourd'hui, Dave Shelton. Dave, comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci beaucoup de venir participer à cette émission aujourd'hui pour un sujet qui te touche personnellement et pour lequel tu as été grandement impliqué au niveau des programmes d'inclusion de la diversité de diverses communautés pour le service incendie de Montréal et également pour d'autres projets pan-canadiens. Donc, Dave, est-ce que tu pourrais un peu nous parler un peu de ton parcours de carrière? OK, parfait. Pour ce qui est mon parcours de carrière, j'ai commencé ma carrière de pompier à Détroit, la ville de Détroit au Michigan, où je suis né et agrandi. C'est comme partout, là, c'est très difficile de gagner un poste de pompier. Alors, ça m'a pris du temps, ça m'a pris presque 8 ans total pour avoir le poste. C'est un autre genre de système que le Québec. Ça prend un secondaire, 5, ça prend un dossier, pas de dossier criminel, ça prend certaines capacités, mettons, visuelles et autres. Puis après ça, il y a un examen d'écriture, de calcul qui n'est pas trop difficile. Par la suite, il y a un examen physique. Et dans ce temps-là, l'examen physique donnait la grade sur la liste. Dans des programmes, et après ça, tu t'en vas dans l'académie de pompiers de Détroit. Alors, ça ne prend pas de formation pompier, ça va dire. Ils font vraiment un recrutement et par la suite... Par la suite, ils font la formation. Puis, un aspect des systèmes comme ça, c'est énormément de personnes qui appliquent. Alors, dans mon cas, il y avait 6 000 applicants. Wow! Et de les 6 000 applicants, ils prenaient des groupes de 40, jusqu'à 4 groupes de 40. Alors, tout le monde sait aussi que la force physique joue un grand rôle. Alors, il y a beaucoup d'athlètes, athlètes collégiales, même certains pros qui ne sont plus athlètes, professionnels, beaucoup de militaires et les personnes physiques comme ça. Alors, la compétition est très avancée. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Mais en tout cas, j'ai réussi. Par la suite, j'ai fait un voyage à Montréal. Et en passant sur la rue Prince-Arthur, dans les années 80, un petit Cupidon m'a poigné en passant, puis tombé en amour avec une Québécoise, une femme de Québec. Et j'ai le fréquenté pendant un couple d'années. Le vraie histoire de mon désir de vivre à l'extérieur des États-Unis est un petit peu plus long, mais j'ai vu ça comme une belle opportunité d'aller apprendre une autre langue, vivre dans une ville vraiment cosmopolite et pas trop loin de la maison, fait que j'ai pensé à ça. L'année 90, j'ai pensé avoir besoin de 600 pompiers et il n'y avait pas assez dans le banque des pompiers au Québec, alors j'ai commencé à faire des applications. Et là, j'ai été invité à travailler pour un banlieue. Par la suite, je suis venu
un gestionnaire a décidé qu'il voulait un autre candidat. Alors là, j'avais pas de job. J'avais lâché ma job de Détroit. Wow. J'avais venu ici. Alors, je me suis mis dans les livres encore plus fort pour apprendre le français comme du monde. Je travaille encore là-dessus, excuse-moi, pour le français cassé en passant. Mais là, en tout cas, je suis devenu pompier à la ville de Pointe-Claire 2 ans plus tard. Wow, super. Et par la suite, quand est arrivée la fusion? La fusion, Okay. oui. Alors, j'avais passé beaucoup plus que 100 curriculum vitae dans tous mes efforts. J'avais fait plusieurs applications à la ville de Montréal. OK. Mais non, finalement, je suis arrivé par la fusion. Ah, super. Et Ouais. dans ton parcours, à quel moment la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui t'a intéressé de mettre ça de l'avant? Mais c'était drôle quand j'ai vu cette question passer parce que j'ai commencé, ma curiosité là-dedans a commencé à peu près à l'âge de 3 ou 4 ans. OK. Moi, je suis un fier homme noir d'une famille mixte. Alors, ma mère est blanche, mon père est afrodescendant et il y avait des dynamiques qui étaient évidentes pour moi, même comme tout petit gars, qui me semblaient pas normal ou très curieux. Ma mère a été rejetée de sa famille, puis elle ne pouvait pas voir mes grands-parents, ils ne m'ont pas vu. C'était complexe. Et je me suis commencé à poser des questions là. Là, toute ma vie, je poursuis ces réponses. Et ça, à l'université, avant d'être pompier, c'était ça. Là, quand je suis devenu pompier, c'était ça encore. Je faisais membre d'un regroupement à Détroit qui s'appelle le Phoenix Association. C'est notre association des pompiers noirs de Détroit. Et là, une fois ici, il n'y en avait pas au Québec des Noirs. À mon arrivée, c'est moi puis Jean Ricky qui ont intégré le service québécois en 92. Par la suite, quand il y avait un problème à cet égard-là, ou à dealer avec le langage dans les casernes, ou un client ou quelqu'un qui avait besoin d'attention, et plus tard, quand les sujets commençaient à se lever, c'est là que j'ai commencé à impliquer. Je pense que j'ai fait ma première entrevue à peu près 94 à Pointe-Claire. Okay. Le Gazette ou quelqu'un avait commencé à parler de ça. Pour parler, dans le fond, de l'intégration de pompiers noirs. Oui, le pourquoi derrière, puis le comment, puis etc. Tu vois, étant un peu plus jeune que toi, c'est un peu, pour moi, difficile d'imaginer ça. C'est comme naturel ou normal, même s'il y a... on sait encore, c'est des groupes qui sont sous-représentés dans les services incendies. Et tu vois, j'utilise le terme sous-représenté, mais dans notre rencontre, pré-entrevue, tu utilisais un autre terme. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça? Je pense que beaucoup aujourd'hui, là, l'objectif, c'est d'apprendre à parler les bons termes. Oui, exactement. Oui, j'apprécie ton attention à ça. Et c'est un peu comme... il faut qu'on reste ouvert parce que les terminologies vont changer. C'est comme un peu des standards RCR. Ça change. C'est révisionné de temps en temps, puis c'est modifié et il faut être assez souple pour aller avec parce qu'on trouve des expressions plus adéquates comme des Canadiens français, mais au Québec, on dit non, on est des Québécois. Oui. Alors, c'est un peu comme ça, les personnes trouvent un vocabulaire ou une terminologie qui leur plaît, et il faut respecter ça. Alors, comme Première Nation et non Indien, parce qu'on n'est pas en Inde ici, je comprends s'ils ne veulent pas être appelés les Indiens. Exemple. Okay. C'est un bon exemple. Qu'est-ce que tu utilises comme terme, dans le fond, comme dire, on a des... Mais il y a des groupes marginalisés. Ça c'est un. Il y a aussi les groupes sous-représentés. Ça aussi, ça fonctionne. Oui, tu fais allusion à des fois, on dit minorité. Et minorité ou une minorité visible. Il y a plein de terminologies et le plus important, c'est la bonne intention. C'est l'effort de traiter le sujet avec respect. C'est pas une grosse erreur. Et là, dans les efforts d'être plus inclusif, d'être une bonne alliée,
on va faire des faux pas un peu ici et là. Mais si notre intention, c'est d'être respectueux, on va apprendre, puis on va traiter des sujets, puis on va s'améliorer. Alors, il ne faut pas trop s'enfarger dans les petites terminologies comme ça. Mais je dirais, les groupes sous-représentés ou les groupes marginalisés, des fois, sont meilleurs. Oui, on parlait un peu avant l'enregistrement tantôt justement de ces termes-là, tu sais, la diversité, l'inclusion. Oui. Puis je te posais la question, est-ce que c'est vrai que, en fait, mon avis, c'était que c'était une histoire de génération. Moi, je pensais que c'était en fonction un peu de nos générations. Les nouvelles générations ont peut-être plus de connaissances avec ces termes-là. Peut-être que pour les plus jeunes, la diversité puis l'inclusion, ben c'est un petit peu plus connu. Puis j'avais l'impression que c'était les générations plus, les gens un peu plus vieux, pour qui c'était moins connu ces termes-là. Mm-hmm. Mais tu m'as dit que c'était plus que ça aussi. Oui, c'est plus complexe que ça, d'après moi, dans le sens que les plus jeunes, tout dépendant de la communauté d'où ils viennent, et les terminologies diversité et inclusion, ça dépend du groupe et la personne aussi, comment on va entendre ça. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ça se peut qu'un homme blanc va entendre diversité et inclusion et tout de suite avoir une réponse défensive en disant « Ah, ils vont venir, là, c'est un défi de plus pour moi » ou va penser à la discrimination inversée ou il va avoir des choses qui sautent à l'esprit. Ça se peut qu'une personne issue d'un groupe ou une femme va entendre qu'il y a les efforts de diversité et inclusion, elles vont penser, OK, ils vont chercher à avoir une ouverture pour moi, peut-être j'aurai moins d'obstacles, dans le sens que nous avons des fois des obstacles, c'est qu'un homme blanc ne voyerait absolument pas. Juste pas conscient. Et pas conscient du tout au fait d'un petit commentaire, un petit mot, un petit chose, un petit joke là, qui est bien inodin à vous, peuvent pour nous mettre sur le nerf dans le sens que, oh, OK, là, il faut que je mette mes défenses, il faut que je me prépare à un autre petit commentaire, là, il faut que... Et pour nous, il y a un effort. Il y a un effort à ça, à résister et à être prêt à un commentaire ou une attaque ou une autre chose. Plein par nous qui ont eu une journée en caserne où c'est sa fête, où tout le monde rit de eux, où il y a des choses, où qu'on fait un petit faux pas, alors le monde rit de ça. Mais c'est comme, je dirais encore un autre niveau, mais c'est semblable à ça où tu t'attends un autre commentaire. Alors, quelqu'un qui entend, qui a une organisation qui est sensible à la diversité et l'inclusion, va peut-être penser, peut-être ils ont fait des efforts plus profonds pour augmenter le niveau de civilité en milieu de travail, et vont avoir des locales sanitaires pour les femmes, ils vont avoir arrangé des choses pour que tout le monde comprend qu'il faut pas faire notre fou, juste pour être franc, parce que vous le savez, si je comprends bien, le podcast s'adresse aux pompiers et pompières. Et dans ce cas-là, on sait tous, des fois, il y a des clubhouse pompiers là, où on pense qu'on est comme chez eux, là, puis on fait ce qu'on veut, ce qu'on ne peut pas faire à la maison, on peut faire en caserne, puis on peut vraiment faire nos clowns. Mais il y a des aspects de cette attitude-là qui peuvent créer une atmosphère toxique. Okay. Et toxique pour certains qui n'est pas toxique pour d'autres. Le Joker, lui, il va penser c'est bien drôle. Et ça, même dans la communauté blanche, j'ai vu aussi, moi je suis présent, mais la dynamique prend lieu entre des blancs et des hommes blancs et des hommes blancs, puis il y en a qui rit de l'autre qui est en train de s'écraser en dedans, là, puis tu le vois. Ouais, l'intimidation, finalement. Oui, on voit ça, ce genre de choses toxiques-là. Okay. Mais des fois, c'est orienté aussi sur la couleur de peau, ou le genre, ou autre dynamique aussi. Quelle définition générale tu pourrais nous donner de diversité et d'inclusion? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, et comme j'ai fait allusion juste là, c'est une notion... OK, je vais reculer un peu, OK?
le monde des pompiers, avant mon arrivée, exemple, mettons les années 80 et les 70 et toutes les années avant, étaient juste des hommes blancs. Exclusives. Et les villes et les groupes, les commerces avaient le droit de discriminer. Jusqu'en 1981, avec la Charte de droits et libertés, il y avait même le Cour suprême de Canada appuyé la discrimination. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui sont nés, mettons, pas un petit Après, peu après. OK, je vais vous donner un exemple. Il y a un cas pas loin de chez moi que j'ai mentionné de temps en temps. Ça s'appelle, à la Cour suprême, c'était le cas Christie versus York, le cas à la Cour suprême. Le monsieur Christie, c'était un homme de race noire, au teint pâle, comme moi. Lui, il était un fréquent visiteur des Canadiens de Montréal à le Forum dans les années 30. Un homme qui avait un bel emploi, et puis il faisait ça facilement, et il était sociable, donc tout allait bien. Tout se passait bien. Un jour, il va à la York Tavern, qui est dans le Forum, Okay. qu'il a visité, il a visité communément, mais là, il arrive avec ses amis noirs, au teint plus foncé que lui. Il décide de ne pas le servir. Parce qu'il était noir. Parce qu'il est noir avec ses amis noirs. Lui, ça passait. Parce que, comme moi, au teint pâle, des fois, il y a quelque chose qui est moins, c'est drôle à dire ça, mais les hommes blancs trouvent quelqu'un à mon teint de peau moins agressant qu'une personne noire foncée. Okay. Et moi, j'ai vu les dynamiques. Alors, juste ça, pour mettre ça comme ça, je laisse ça de même. C'est une grosse conversation. Alors, mais lui était un régulier à la taverne, tout seul. Mais quand il arrive avec ses autres amis, qui sont au plus foncés que lui, là, ils ne le servent plus. Là, il dit, mais ça se peut pas, laissez-moi parler. Ils connaissent le gérant par nom. Il dit, non, ça va continuer, ça va jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême va en faveur des commerçants. Et ça, aux États-Unis, on a appelé une autre version de ça, Jim Crow Laws. C'est les lois discriminatoires qui disent, un commerçant, s'il tente de ne pas louer un appartement à une personne de notre race, dite race, il peut. Il a le droit de discriminer, de choisir, de faire ce qu'il veut. Jusqu'en 1981. Wow. C'était autorisé. Oui. Et il faut comprendre que cette exclusion-là était faite par l'Église, était faite par l'État, était faite par les commerces. Exclusion totale. Et les femmes, un autre exemple d'exclusion, les femmes au Québec ont gagné le droit de vote en 1940. C'est juste 80 ans, là. Oui, c'est nos grands-mères. Là. Oui. Puis donc, ça c'est aussi exclusion. Ces genres d'exclusion-là, on dit, avec la Charte de droits et libertés, et tout le monde devrait avoir la liberté d'avoir l'emploi qu'ils veulent, ou qu'ils peuvent avoir, qu'ils méritent, et des accès à des différentes choses. Alors, pour changer la culture, pour mettre en place, parce que là, c'est comme le porte est barré, tu es exclu. Là, avec la loi, on débarre la porte. Ça veut pas dire que tu peux. S'il rentre pas, il rentre pas. Mais avant, il t'attendait avec un brick puis un fanal, comme on dit. Comme vous dites. Ouais. Mais là, qui veut aller là? Je comprends. Qui fait vivre avec ces situations-là quand les personnes ne veulent pas que tu sois là? Alors, des efforts de diversité et inclusion, je dirais, c'est des programmes pour essayer de rendre réelle la notion de liberté offerte par la Charte de droits et libertés et de amollir, si tu veux, ou créer des environnements plus propices à cette mixité qu'on espère avoir. Je comprends. Et puis, est-ce que tu considères que présentement, dans le fond, les lois, les politiques des services incendies sont en matière d'inclusion
sont suffisantes ou comment est-ce que tu considérais présentement les efforts qui sont faits dans les services incendies au Québec? Ça prend un gros respect parce que c'est difficile et grand le sujet. Il y en a qui le trouvent trop gros comme réponse. Mais les efforts en général de diversité et inclusion, en ce moment, partout à grandeur dans le monde occidental, le Québec inclus, est comme une plaster sur un bobo. On va dire que notre patient a une plaie, une ulcère sur le jambe. Et ouvert, coule, pas bon. Faut mettre un plaster. Mais pourquoi est-ce qu'il a ce bobo-là? Si le patient a de la diabète, oui, on va mettre le plaster quand même. Mais il faut traiter la maladie. Le problème que notre société a, c'est qu'on ne traite pas la maladie adéquatement. Les petits gestes toxiques, nocifs, d'exclusion, les mots en haine, des commentaires, des fois qu'on ignore une personne et les écoute pas ou les traite de quoi que ce soit, d'avoir les politiques de civilité en place, c'est bon. Mais la vraie maladie est beaucoup plus profonde. Puis là, je creuse, comme je dis, depuis, là, j'ai 62 ans, bientôt 63, ça fait presque 60 ans que je creuse ces sujets-là. Okay. Mais je trouve que le problème est excessivement profond. Je ne sais même pas si tu veux y aller d'ici, mais la notion que des Européens, des Français, Jacques Cartier et compagnie, peuvent venir ici et prendre le terrain des gens, traiter des gens, des êtres humains, qui savent que c'est des êtres humains, mais ils déshumanisent, ils objectifient pour peut-être mieux le victimiser sans sentir la même culpabilité. Donc, ça va même plus loin que ça. Le monde médiéval dans lequel ils sortaient, les Moyen-Âge, avec la plague, les maladies, des pandémies, épidémies, des tortures publiques, la guerre incessante, le système féodal, c'était horrible. Ils sortaient de là, et habitués à la guerre, habitués à tout ça, là pour aller chercher les richesses pour le roi, ça en vient chercher ce qu'ils cherchaient. Il y avait des mandats. Et ils sont endurcis par la guerre, ils arrivent ici, et ils cherchent à exploiter, à avoir ce qu'ils peuvent avoir pour le roi. Soit le terrain, soit l'or, c'est classique. Alors, cette notion de victimiser, d'objectifier, je ne sais pas si ça se traduit bien, mais le déshumaniser nos cibles et les traiter de sauvages. Donc, ils ne méritent pas ce qu'ils ont, alors on va le prendre. Nous, on le mérite parce qu'on est plus fort. C'est ça à la base. Savez-vous qu'il y avait des nations ici, il y avait des villes ici, aussi grandes que Londres, en Angleterre. Il y avait un échange international, il y avait l'agriculture à grandeur industrielle pour nourrir des dizaines de milliers de personnes, sanitation, échange de la baie d'Hudson jusqu'à le golfe de Mexique, de le Mississippi jusqu'à l'Atlantique et un petit peu plus loin vers l'ouest aussi. Il y avait un réseau de nations qui faisaient industrie, comme j'ai dit, l'industrie de sucre ici, industrie de sucre, la fameuse cabane à sucre, mais on avait du sucre dans le temps, eux autres. Donc, il y avait tout, la spiritualité, la diplomatie, le commerce, l'agriculture, sanitation, il y avait plein de choses, mais on les traite comme si c'est des sous-humains ou des humains moins capables ou qui ne méritaient pas ce qu'ils avaient. Et on a utilisé un même genre de sens à penser aux afrodescendants
pour les mettre en esclavage. Alors, et malheureusement, mais ici, la société Haudenosaunee, les 6 nations, c'était une société avec un équilibre masculin-féminin dans la direction de la société. C'est des mères de clan qui choisissaient les chefs. Puis il y avait un équilibre homme-femme. En Europe, c'était la patriarchie qui régnait. Et ces systèmes-là ont été importés dans le fond. Alors, c'est ça, le système a été amené ici. Alors, plus de déshumaniser des Autochtones, des Afro-descendants, d'une certaine façon, on a déshumanisé la femme, on a instrumentalisé, si tu veux. Elle est à la maison, elle fait le job sans rémunération, puis ses idées, ses visions, ses pensées politiques ou sociales, ou dans n'importe quel domaine, n'ont pas été valorisées. Mais tu sais, de ce que je comprends dans ton discours, c'est vraiment au niveau de dire ça remonte à des centaines d'années que le système a été fait comme ça, mais je repose quand même ma question. Oui. Comment est-ce que aujourd'hui, en 2024, dans la mouvance qu'on est en ce moment sur l'inclusion, sur trouver d'autres façons de comment mieux intégrer, puis il y a une réappropriation de l'histoire aussi qui se fait à travers ça, dans nos communautés, comment est-ce qu'on peut assurer des programmes finalement de diversité et d'inclusion dans nos services incendie? Comment est-ce qu'on pourrait... quel effort devrait être fait selon toi? Mais moi, merci de réorienter ça, mais et en même temps, j'aime bien ce que tu dis, le traitement de l'histoire, parce que la première chose, c'est qu'on peut reconnaître où nous sommes, qui nous sommes dans cette histoire, et savoir que c'est à nous à dessiner notre avenir, mais ça commence en reconnaissant où nous sommes. Et où on a été, on est arrivé ici, on peut voir un petit peu plus clair. Alors, si on veut aller plus loin, il faut avoir cette curiosité-là. Il faut avoir des personnes qui s'intéressent à comment ils peuvent faire. Alors, pour l'instant, le plaster sur le bobo, c'est bon, c'est nécessaire. Mais pour aller plus profond, il faut créer des nouveaux narratifs. Comme en incendie, savez-vous que Garrett Morgan, un afrodescendant, a inventé une échelle arienne, l'échelle arienne. Le masque à gaz qu'on insère, un autre afrodescendant qui avait le patent d'un des premiers de ça. Okay. Alors, de savoir, de chercher dans l'histoire pour voir quelque chose qui est pertinent à nous, qui peuvent démontrer à niveau de génie, de compétences, d'intérêt, que les personnes qui sont données la chance de contribuer peuvent contribuer réellement. On a notre place, les afrodescendants et autres, dans le service des incendies. Nous aussi, on est débrouillards. Nous aussi, on peut solutionner des problèmes. Nous aussi, on veut aider notre prochain. T'sais? Nous aussi, et aussi, et surtout dans les grandes villes et autres places où il y a les barrières linguistiques, on fait du premier répondant, on a des solutions à autres problèmes pour la communication, soit pour les maladies ou pour les incendies. Pour rendre service à notre population adéquatement, d'une certaine façon, ça serait bon d'avoir une capacité d'apprendre, et de communiquer. Et donc, je dirais des services, d'après moi, devraient avoir des capsules bien pensées et des choses qui développent un narratif de la place aux femmes, la place aux autres, les personnes qu'on a étiquetées comme autres. Donc, ça passe par un plan, entre autres, là, de ce que je comprends, un plan de communication plus évolué sur la place de la diversité et des communautés dans les services incendies. Oui, mais qui illustre la pleine humanité. Okay. Parce qu'on lutte contre des centaines d'années de narratifs qui déshumanisent. Alors, il faut illustrer l'humanité. Okay. Et incluant le génie et la capacité.
Mais souvent, quand on parle de diversité et d'inclusion, en fait, avec des membres de nos équipes en caserne, ben, le premier réflexe qu'on voit, puis c'est pas méchant, mais ça roule des yeux un peu. Oui. J'ai l'impression, puis ça c'est mon impression personnelle, que les campagnes de recrutement souvent font preuve d'une ouverture. C'est largement démontré à quel point on veut démontrer cette inclusion-là, cette diversité-là. Mais pourquoi est-ce que les campagnes de recrutement le démontrent, mais en caserne, on dirait que c'est pas la réalité? J'ai l'impression que c'est un petit peu au niveau de notre culture. C'est au niveau de la façon où des traditions, si on veut, du métier qui sont comme ça depuis de nombreuses années. Puis avant de réussir, si on veut, ces campagnes-là de recrutement qui sont diversifiées, etc., ben on a un changement culturel à faire dans nos casernes. Ah, c'est tellement vrai ce que tu dis là, parce qu'il y en a plein qui célèbrent le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, c'était plus simple, on n'avait pas tout ça à penser. Mais c'est quoi l'expression? Il y a une expression québécoise pour ça, dans le sens que ça dépend comment ça t'affecte, toi. On pense à moi et ma situation. Pendant le bon vieux temps, tout le monde, sauf les hommes blancs, plus que 5 pieds 8, ont été exclus. Et donc, si tu as 6 pieds et tu es homme blanc, ben, c'était pas un problème. Pas trop, là. En tout cas, mon chum, peut-être qu'il a 5 pieds 7, qui peut pas, c'est too bad, mais que tu veux que je te dise, c'est pas si grave. Mais je vous donne un exemple. Mon père a étudié la mathématique. J'essaie de mettre ça plus bref. Dans la guerre de Corée, il y avait aux États-Unis, et dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était ségrégée. Okay? C'est ségrégé, donc c'est des troupes noires avec des noirs, puis etc. Et c'était ton père qui était... Mon père qui... Ton père qui était de peau noire et ta mère de peau blanche. Oui, exactement. Donc, mon père afrodescendant, et les Noirs ont été donnés certaines tâches. Mettons, le troupe va faire la mécanique automobile, ils vont faire le transport de quelque chose. Mais dans ce cas ici, il était pompier. Okay. Et j'ai une photo de lui, je vais essayer de t'envoyer pour inclure. Mais en 1953, il était pompier en Corée. Et quand il est revenu à la ville de Détroit, et il habitait dans une banlieue à l'intérieur de la ville, un peu comme, pas Houpé, mais comme Westmount, qui est à l'intérieur de Montréal. Hamtramck à Détroit. Et il voulait refuser il dit que dans les gars, la caserne, il n'aimerait pas ça. Okay. Alors lui, il a dit, je m'en fous de ce qu'il aimerait, là. Moi je veux prendre l'examen. Alors ils ont dit, mais c'est mieux de prendre l'examen de policier parce que non, ça ne marcherait pas. Il dit, est-ce que je peux avoir le... Alors ils ont fait faire les examens, longue histoire, mais les 2 examens. Il a fini 3e dans l'examen de pompier, on parle de 250 personnes. Il a fini 8e dans le concours d'être policier. Ils ont embauché 2 pompiers et 7 policiers. Okay. Là, finalement, ils font une erreur, puis ils rajoutent quelqu'un dans le policier sans consulter les autres. Donc, ça fait 8 policiers, mais lui, le 8e, il n'est pas embauché. Donc, il fait ce qu'il faut et finalement, il est embauché comme policier. Mais il ne voulait pas donc, il était exclu et qualifié avec des grosses cours, protéger des munitions et faisait le gros job de matière dangereuse dans le temps et tout ça. Et en plus, c'est un bac en mathématiques. Le gars était sharp, athlète, mais il n'avait pas de chance d'être pompier. Je comprends. Alors, cette exclusion-là, si ça ne te touche pas pour répondre à ta question, on roule les yeux. Mais on n'est pas inclus. Donc, on se prive de la mixité qui pouvait rendre notre équipe plus riche et plus... Parce que l'homogénéité a sa propre danger. T'sais, si on est tous de la même idée, mais on n'a pas d'autres
personne pour nous dire « Hey, je pense que tu es dans le champ » ou « Ça serait une meilleure idée. » Parce qu'on est tous en ligne dans ce petit regroupement. Un peu comme un club de hockey, c'est tous des goalers. Mais si tu es 5 goalers, ça va mal aller. Ou c'est tes 5 qui jouent au centre ou qui pensent comme un joueur de centre. T'sais. Fait que là, ça prend la diversité, ça nous rend plus forts, plus riches, quand c'est bien géré. C'est vrai, et c'est ça, là, je vais essayer de vous donner ces graphiques-là, parce que les personnes comme moi, j'ai toujours prêché que la diversité nous rend plus forts. On a vu des statistiques que un groupe divers performe mieux qu'un groupe homogène. Mais dernièrement, j'ai trouvé dans mon nouveau travail que c'est vrai, ça peut être vrai, mais un groupe divers qui est toxique et mal aménagé va performer en bas, c'est sûr que ça va être en bas de la moyenne. Alors si on capitalise nos diversités puis on réussit à bien vivre ensemble, que moi j'ai eu le plaisir de le faire dans les casernes sur plusieurs reprises, des super belles équipes, dynamiques avec des différents types de gens, et on avait du fun, un sentiment d'appartenance, une vraie famille, un gang, tu sais, cohésive et sain. Là, tu as une autre performance parce que tu as des différents types. C'est comme sur ton équipe, avoir un plombier, un électricien, puis un comptable, puis toutes sortes de personnes sur le site qui va mettre leur talent au travail, puis un autre locksmith, là, puis tu as quelqu'un qui as des solutions. Tu as un coffre à outils, comme gestionnaire, comme patron, comme boss, comme capitaine, lieutenant ou chef, qui est plus grand parce que tu as plus de ressources, vient de différentes spécialités. Mais culturellement, on aurait accès à les mêmes genres de choses. Mais on se contente des fois d'être juste des charpentiers, que nous autres, là, c'est les meilleurs. Puis c'est juste nous, les plombiers sont calmes. Puis là, on se prive de ça. Mais c'est la journée qu'on a besoin, il faut qu'on improvise, mais pas avec l'expertise. Alors, c'est super, c'est pour ça que je comprends que les gens roulent des yeux. Aussi, il y a plein de fausses départs, plein d'erreurs qui ont été faites dans certains sens ou choses qui ont été traitées maladroitement ou à moitié mesure. Il y en a aussi que c'est juste du blabla. Alors, je comprends pour plusieurs raisons que quelqu'un pouvait rouler des yeux. Dis-moi, Dave, dans les efforts de recruter des gens issus des communautés marginalisées, utilisons les bons termes, hein, oui, c'est bon. Est-ce que ça fonctionne d'aller directement dans les écoles secondaires, présenter le métier de pompier, présenter le métier de policier, d'aller recruter directement les jeunes comme ça? On voit ces efforts-là souvent qui sont faits. Est-ce que ça apporte vraiment une efficacité au niveau des taux de recrutement? Oui. Oui, effectivement. Je peux vous dire, je suis content de vous annoncer que la Ville de Montréal a dépassé ou est rendue à la 60 hommes noirs dans le service. Comme je dis, moi puis Jean-Ricky, il n'y en avait pas à ce moment-là. Puis là, il y avait tranquillement, je pense en 2007-2008, on avait 7-8. Mon partenaire dans ça, Alberto Sillon, a augmenté ça en visitant des écoles. Là, en 2014, on a tous le feu sacré et les filles ont le feu sacré avec Annick Saint-Pierre et Alberto. Et on a commencé de façon organisée à avoir des journées portes ouvertes, toutes sortes d'événements au courant de l'année. Donc, ça prend ampleur, ça prend vitesse, ça prend... oui, c'est efficace. Il faut que les services aussi pensent à leur culture dans le milieu de travail aussi, parce que des fois, les casernes ne sont pas full prêtes à recevoir des gens. C'est ça que j'allais dire. Alors moi, j'ai eu déjà le mauvais sentiment et des fois, qu'on perd d'inertie ou énergie un peu pour ça, on encourage des gens de venir. Puis là, on les invite dans le gueule du loup, puis là, ils se font maltraiter en caserne, puis ça brise le cœur. Okay. Puis alors, c'est difficile. C'est difficile, le processus.
mais nécessaire, puis on avance. Et comment est-ce que quel truc tu pourrais donner à une équipe, exemple, à une équipe de pompiers qui accueille une personne issue d'une communauté sous-représentée pour faciliter l'intégration, faciliter les discussions aussi bien, on n'en parle pas, on en parle, des gens qui ont des croyances des fois différentes, un menu qui peut amener différent. Qu'est-ce que tu pourrais nous parler de comment faciliter l'intégration comme ça de jeunes qui rentrent comme ça dans le service? OK. Moi, là-dessus, juste ad-lib comme ça, je dirais, l'important, c'est la connexion et le respect. Si quelqu'un peut prendre le pôle de leadership à être son mentor, si on est chanceux d'avoir quelqu'un sur l'équipe qui est sensible, qui est bon à communicateur, qui est capable de faire relation avec le jeune pompière ou pompier, pour leur encourager, pour leur aider à intégrer, pour leur aider à apprendre. On a tous été là. Tu commences, c'est gros, c'est la vraie chose. Puis il y a des centaines de pièces d'équipement, il y a des différents camions, il y a les protocoles qui sont peut-être différents que l'école de ton ancien emploi. Il y a tout un apprentissage. Mais donc on veut passer au travers cette période-là le plus efficacement que possible. C'est sûr que votre candidat va vouloir. Alors, si on peut trouver un mentor qui peut aider la personne sincèrement, intrinsèquement, l'individu idéal. Si tu dis non, va l'aider l'autre, puis là, c'est pas de ça que je parle. Trouver quelqu'un qui veut vraiment le faire. S'il y a quelqu'un là, qui a le goût, là, et aussi, donc, prends un pas en arrière, une petite discussion un 15 ans avant, ou chercher la consultation à la ville, parce qu'il y a les consultants en ressources humaines qui peuvent aider peut-être. On va parler plus tard de l'Alliance des pompiers et pompières, on espère, du Canada. On espère un jour de pouvoir vous donner encore plus d'outils. Mais donc, cet mentor-là peut chercher des outils pour bien se préparer. Donc, il va parler à la personne, développer des liens, dire, moi, je suis là pour toi, je vais t'aider, on va faire nos affaires, puis ça va bien aller, puis on fait comme on fait avec des cadets. Mais de façon, des fois, sincèrement, parce que les personnes peuvent se trouver au bout du table facilement et se sentir exclues tout au long de son processus. Et c'est pas génial. Alors, un sincère approche pour accueillir, comme du monde, une personne qui aspire devenir un membre d'équipe, un membre de l'équipe. Et savez que la personne a déjà vécu plein de choses. À l'école, j'ai entendu des histoires d'horreur des écoles. Ah ouais? Affreux. Des commentaires corsés, anti-ci, anti-ça, anti-autre chose. Puis ça me brise le cœur aussi, mais ils ont déjà enduré. S'ils ont fini l'école, ils ont déjà enduré. C'est pas gratuit. J'ai entendu certaines personnes dire, oui, ils nous demandent d'être inclusive, blablabla, mais tu devrais les former eux autres aussi, des personnes issues des groupes. Et crois-moi, ils ont reçu toute la formation. S'ils ont fait de l'école ici, et là, s'ils ont fait l'EPIC, ou s'ils ont fait une école comme ça, Montmorency, écoute-moi bien, ils ont déjà en cours c'est quoi de Québec, l'histoire de Québec, et les mœurs des différentes choses. Alors oui, ils ont eu une préparation. Si on peut les rejoindre, puis leur aider à devenir à leur meilleur, c'est ça qu'une équipe peut faire. Je comprends. Question difficile qu'on va aborder oui. dans notre pré-entrevue. On parlait du mot en haine. Oui. Et je trouvais très intéressant ton explication, en fait, de ta définition de ce que ça représentait pour toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi? OK. Premièrement, j'aimerais dire que l'être humain veut appartenir à le groupe.
On est social, on est des animaux sociaux, on est une équipe, on s'en va au feu, on fait des choses dangereuses, techniques, complexes, procédurales. On veut appartenir. Alors, n'importe quelle chose qui nous fait sentir mis à part, exclu, c'est problématique, de un. De deux, le mot en N, je vais le traiter, mais n'importe quel mot. Tu peux inventer un mot qui déshumanise, qui critique, qui insulte, qui exclut finalement. Oui, mais ces choses-là, tu peux inventer un mot et n'importe quel mot avec l'esprit de whatever. Ça peut avoir un effet semblable. Mais je sais que le mot en N attire beaucoup d'attention. Alors, pour répondre à ton question, le mot en N, c'est un mot, pour moi, un mot agricole. C'est un mot qui décrit une bête de la ferme. Ça remonte de le temps d'esclavage. Alors, on parle, comme on peut acheter un bœuf ou un vache ou un poule, c'est d'acheter un mot en N, ça vient de là. Okay. Pour moi, quand j'entends ça, ça me pique fortement. Oui, j'ai le peau épaisse, j'en ai déjà vécu beaucoup là, dans mes 33 ans de service et je pouvais vous en parler. Parce que moi, j'ai été pris dans un groupe vraiment anti-noir à Détroit, quand j'ai commencé comme recrue. Et j'ai vécu des affaires, mais je sais qu'on n'a pas de temps pour tout ça. Mais je vais juste dire que le mot en N est agressant pour nous. Et pourquoi est-ce que les Noirs, la prochaine question souvent, pourquoi les Noirs peuvent l'utiliser? Mais, regarde, moi, je peux m'appeler un cab si je veux. Mettons, j'ai perdu mes cab, j'ai perdu mes clés en cab. Je peux me traiter de cab. Si je veux traiter mon groupe de cab, c'est mon équipe. Mais, laisse quelqu'un d'autre vient parler contre mon équipe comme ça, on va avoir un problème. J'ai entendu sur maintes reprises des Québécois parler contre des Québécois et Québécoises pour X, Y, Z raisons. Tu as le droit. Mais laisser un Ontarien parler contre les Québécois, c'est autre chose. Hein? Donc, des Noirs aussi font un genre de réappropriation de ce mot inflammatoire-là, incendiaire même, le mot. Donc, on réapproprie, puis on peut ça à ses propres fins. Peut-être comme ami, peut-être parce que ça lui tente, peut-être parce que c'est un adolescent, puis il veut dire pipi caca, mais dans son version raciale, c'est ça. Donc, le mot en N décrit même pas un être humain pour moi, ça décrit un animal. Et cette déshumanisation, c'est ça qui est à le cœur des problèmes raciaux et de genre qu'on a, soit dans nos services et dans notre société. Je suis pompier dans une équipe, mise en situation. Je suis témoin exactement d'une situation que je considère qui est raciste ou qui est dans l'intimidation. Parle-nous de la notion d'être un allié. De allyship, un peu le contraire, dans le fond, d'être un complice de la situation. Qu'est-ce qu'un pompier comme ça qui voit une situation peut faire, dans le fond, pour intervenir? Merci, Simon. Ça, c'est un bel, grand, intéressant sujet qui me donne beaucoup d'espoir. Pour moi, cette notion-là, c'est une habileté qui est notre clé d'un meilleur avenir. Alors, ça va dépendre de la situation. C'est un gros sujet, par exemple. Mais, tu as bien dit, silence dans une situation d'injustice égale la complicité avec l'agresseur. Alors, si on restait silencieux, on est complice. Une autre façon de dire, le silence permet la violence des fois. Alors, il faut absolument trouver, si tu n'es pas d'accord, tu trouves ça injuste, il faut trouver une façon d'intervenir. Pas nécessairement sur le spot, tout dépend de la situation. Ça dépend
Ça dépend de la situation. Mais si tu restes là et tu dis rien, et tu dis rien plus tard, et tu dis rien ni l'un ni à l'autre, mais tu fais partie du problème. Alors, il faut absolument essayer de trouver une façon de contribuer à améliorer la situation. Ça va aller avec certaines choses. Si tu es un boss, mais c'est ta responsabilité, absolument, d'intervenir. Mais vous allez voir, des fois, c'est des lieutenants ou des capitaines qui sont les agresseurs aussi. Mais si tu veux être un allié, puis tu es lieutenant ou capitaine, mais tu dis, excuse-moi, là, ça marche pas. Ça, c'est le meilleur. Quand on peut aller directement pour dire, genre, non, ce commentaire-là, c'est pas de bienvenu. C'est antisocial. On essaie d'avoir une belle équipe ici. On fait pas ça. Tu vois, dans une autre émission, on avait reçu un coach là, qui nous parlait, Michel Villot, qui nous parlait de ne pas tolérer l'intolérable. Je sais pas si on se souvient de ça. Puis, il nous parlait que certains, en position de leadership, oui. Quand tu ne prends pas action sur une situation X qui se passe, tu viens d'établir un standard de quelque chose. 100% vrai. Ça veut dire que s'il se passe un conflit justement dans ton équipe, il se passe des situations, des remarques, et que tu décides de ne pas intervenir, c'est que là, tu viens de façon indirecte de montrer à tout le monde que ton standard s'est rendu ça. Donc, tu autorises, tu permets ce genre de situation-là. C'est 100% vrai. Fait que de prendre action, oui, c'est une preuve de leadership, puis ça vient dire que ça, je ne le tolérerai pas. On ne peut pas aller en dessous de ça. Mm-hmm. On augmente le standard parce que le silence, ben, vous l'avez dit, là, ça fait partie du problème finalement. Absolument. Là, on le dit et on sait bien que c'est plus facile à le dire qu'à le faire. Ah oui. OK? Le courage. Mais il y a le courage, puis il y a la réflexion. C'est des fois, c'est pas tout le monde qui a réparti comme ça, qui a le comeback direct, puis savent exactement comment traiter ça. Mais même si tu manques ton shot, là, live, à l'instant même, tu peux revenir, mais mets ça pas sur la tablette. Va, fais tes recherches, collectionner tes idées, et reviens à le prochain repas ou call un meeting, là, puis tu dis, hey, ce matin, là, à table, il est arrivé une affaire que j'ai aimé pas. Alors, j'ai parlé à Jacques, excuse-moi pour les Jacques de ce monde, mais j'ai parlé à X et j'ai parlé à Z. Mais là, je veux vous parler sur le sujet pour dire que ça, là, on le fait plus ici. OK? On comprend, autre temps, autre messe, blablabla, dis ce que vous voulez. Mais ici, en caserne, on est une équipe. C'est essentiel qu'on réalise notre appartenance puis notre dépendance l'un sur l'autre. Ça, on le fait plus. Alors, tu peux préparer ton petit discours comme ça, s'il faut, mais il faut l'adresser parce que si tu laisses ça glisser, comme tu dis, tu donnes permission aux autres. Et tu sais, il y a certaines personnes, certains personnages, pas pour le juger, là, mais ils vont juste chercher combien de loin ils peuvent aller. Ils vont chercher la limite, puis ils vont pousser. Mais hier, j'ai dit ça, tu n'as rien dit. La semaine passée, alors on ne peut pas. Alors, être allié, c'est important d'aller dire, écoute, ça. Et j'ai entendu des potentiels alliés aller dire, mais j'ai pas aimé ça, ce que l'autre a dit à table, tu sais, quelque chose. C'est bon, c'est encourageant, c'est quelque chose, au moins tu l'as reconnu. Mais là, tu me dis à moi, là, mais tu ne dis pas à personne d'autre. Puis moi, je le sais déjà que c'est pas correct. Tu sais, parle à ton chum. Tu sais, mais, alors, si on peut, et aussi, on peut se regrouper, mettons, des alliés, des personnes qui veulent être alliés. On ne peut pas se déclarer un allié, par exemple. Laissez-moi vous dire ça tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne peut pas dire, moi, je suis un allié pour les femmes. Non. Okay. Ça, c'est comme dire, moi, je suis humble. Je suis tellement humble. Moi, je suis l'homme le plus humble que tu as jamais rencontré. Tu sais même pas à quel point que je suis humble. Okay. L'humilité. Il faut que tu ailles l'humilité et c'est à quelqu'un d'autre pour juger si tu es actuellement. Tu peux pas te déclarer un allié. Tu peux dire, moi, je cherche à être un allié. Je veux être un allié. J'aspire être un allié pour vous.
C'est un processus, c'est un verbe. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. Oui. Alors, oui, alors les aspirants alliés peuvent se regrouper et dire, hey, là, si tu as une personne problématique, il faut faire une petite intervention ou quelque chose pour dire, hey, écoute, on n'aime pas ça, là, que la façon que tu parles à l'autre. Puis, whatever, tes films que tu mets au TV ou des choses que tu fais, là, écoute, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas ici, là, même. Non, et je sais que, comme tu dis, traiter la culture, comme je dis, la culture clubhouse, là, boys club. Mais souvent, je pense que c'est un des aspects qui est difficile à comprendre dans les changements de mentalité, c'est que à l'extérieur de la caserne, c'est pas nécessairement là vraiment qu'on va avoir ce genre de problème-là. Devant les citoyens, je pense que c'est plutôt exceptionnel, plutôt anecdotique. Mais on oublie que dans la caserne, c'est pas un boys club, c'est un lieu de travail dans lequel on a hyper du plaisir, puis dans lequel on peut vraiment s'amuser, puis on a la chance de vraiment avoir une super belle ambiance, mais ça reste quand même un milieu de travail. Puis des fois, quand on a vraiment les ressources humaines, qu'est-ce qu'ils connaissent, ben, ça reste quand même un milieu de travail à travers ça. T'sais. Donc c'est là où ça devient peut-être plus problématique tu dirais pas ça dans un bureau avec des secrétaires. Imagine tu travailles aux bibliothèques. C'est ça, pas. Exactement. Mais ici, on est comme ça. Ben, c'est un standard, mais c'est pas c'est plus acceptable. Tu peux peut-être, dans le bon vieux temps, quand les gens ont été exclus, puis mais c'est pas le cas, là. On est évolué, on est rendu ailleurs, comme on dit. Ouais. On espère arriver ailleurs. La question s'étend comme l'émission Tout le monde en parle. Okay. La question qui tue, là, on n'a pas d'effet visuel. Est-ce que les standards des concours d'embauche pour les services incendies, est-ce que, j'aimerais entendre ton opinion sur le fait de diminuer les standards pour faciliter l'inclusion. Exemple, de diminuer les standards physiques pour avoir plus de filles dans le métier de pompier. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Ma réponse bref, immédiate, c'est non. Et ce sujet a été traité par les 5 organismes principaux en Amérique du Nord de ça. Le IAFF, NFPA, IFSTA, Association des chefs, Association des femmes. Fin des années 90, ils ont tous regardé les normes pour l'embauche. Et on discrimine pour avoir le meilleur candidat selon les critères discriminatoires qu'on choisit. Okay? Je ne veux pas être mêlant, mais on choisit nos candidats selon des choses qu'on cherche. Ces groupes-là ont développé le CPAT. Vous connaissez le CPAT, le Candidate Physical Aptitude Test. Okay. Donc, c'est normalisé, je pense que ça a devenu actif à peu près 2001. Donc, ça, c'est une mesure de force physique. Et les 5 groupes ont siégé, comme je dis, pour des années, avec des études, pour décider, ça prend combien de force physique pour faire le métier de pompier. Et la question derrière ça a été, est-ce que la personne plus forte fait le meilleur pompier? Est-ce qu'il ou elle sont automatiquement le meilleur pompier parce qu'ils sont le plus forts? La réponse a été non, ça prend plus que ça. Pour être un bon pompier, il y a le travail d'équipe, il y a le sens de service aux citoyens, il y a intégrité, respect et toutes les choses que les villes cherchent. C'est une combinaison de facteurs qui fait en sorte que ça, c'est un candidat qu'on veut. Alors, ils ont choisi le CPAT parce qu'ils ont identifié la force que ça prend pour faire le job. Là, le problème devient que certaines villes, je n'en nommerai pas, qui ne voulaient pas servir du CPAT, font leur propre test physique. Alors, eux autres, le CPAT, les 5 organisations ont décidé que c'est le IAFF qui va gérer le CPAT.
OK. OK, donc c'est le IAFF. Le syndicat des pompiers. Amérique du Nord. Oui, OK. eux autres qui gèrent. Donc, si tu veux servir de CEPAT, il faut que tu payes à la IAFF parce qu'ils vont venir visiter ton terrain de pratique. Ils vont évaluer, il y a un chronomètre spécial, il y a des différentes choses. Parce que c'est réussi-échec. Ça, c'est pas donner une grade. OK. OK? Et c'est pour les compétences physiques requises. Alors, c'est pas le plus vite comme dans mon temps, ça prenait absolument que tu sois dans les top 1% là, pour passer parce qu'il est à 6 000 applicants. Alors, c'est pas ça. C'est physiquement, est-ce qu'il est physiquement adéquat pour le faire? Oui. Check. Prochaine chose. Est-ce qu'il a un sens de l'esprit de corps? Est-ce qu'il a ci? Est-ce qu'il a ça? Donc, si on prend un critère comme ça, je dis non, il ne faut pas baisser les standards. Ça, c'est le standard qui était établi. Mais si un ville X décide, ils veulent ça, il faut que tu sois capable de faire 13 mètres, puis il faut que tu sois capable de bencher 2,25. Donc, si une ville veut augmenter les critères. Là, je trouve ça, c'est exclusif. Okay. Là, c'est pas le même game. Là, tu dis, mais les femmes ne peuvent pas le faire. Mais voyons donc. Tu sais, presque, les hommes ne peuvent pas le faire, sauf peut-être ton candidat ou quoi. Qui sait? Alors, non, je veux qu'on ait un standard. Et les talents existent dans ma communauté. Dans les communautés, il y a amplement de talents. C'est pas ça qui manque. Tu sais, la question, c'est l'accès, la culture, l'accueil, le sentiment de sécurité. Tu sais, parce qu'on se sent, seul au monde des fois. Tu sais. Alors, c'est important que la réponse simple, non. Okay. Pour les questions qui tuent. Dave, tu as amené un éclairage hyper intéressant sur divers sujets pour lesquels on n'est pas assez connaissant. En tout cas, je vais parler pour ma part, définitivement. Parle-nous un peu de ton travail maintenant, de ta participation avec la nouvelle association, l'Alliance des pompiers. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, l'été du George Floyd, il y avait un groupe de pompiers qui s'est cherché pour parler des sujets et des conditions sociales. On a commencé un chat sur WhatsApp pour se soutenir mutuellement. Ce chat-là a grossi énormément. On a trouvé qu'elle avait vraiment sa place. Et on a décidé d'aller de là, de monter pour faire une organisation nationale. Un peu comme le modèle qu'on a fait à Montréal avec On a tous le feu sacré. Un genre d'organisation inclusive pour tout le monde qui est intéressé à une meilleure culture où tout le monde avait accès à c'est pas exclusif. Il y avait une histoire à ça, pourquoi on avait des organisations, l'association des pompiers noirs, etc. Mais on a choisi de faire un modèle de soutien mutuel pour tous les groupes de venir ensemble, se supporter, eux qui voulaient avoir quelque chose de plus équitable et accessible à tout le monde. Alors, on a créé l'Alliance des pompiers et pompières du Canada. Le site web est afcapc.com et elle est en développement. C'est incorporé et on a nos officiers, puis on est en développement de différentes choses, des ateliers de soutien pour les personnes en poste présentement, l'attraction des personnes, des jeunes qui veulent le métier de pompier. On veut offrir des conseils aux villes et employeurs qui vont chercher une meilleure compréhension des enjeux, comme on a parlé ici aujourd'hui. C'est ça la vision qu'on a pour le futur. On est en développement présentement, mais on a très hâte à notre avenir. On a une belle présentation à faire plus tard ce mois-ci à une colloque important à la ville de Calgary sur les mêmes sujets. Fait que c'est vraiment une association nationale canadienne pour les pompiers et les pompières qui veulent participer ou qui veulent en apprendre davantage sur la diversité et l'inclusion. Oui. Et l'équité, justice en milieu de travail. OK. Excellent. Oui.
Ben, Dave, merci beaucoup de ta participation au podcast. C'est super apprécié. À la maison, on vous souhaite une bonne semaine et on se revoit très bientôt pour le prochain épisode du podcast de Flash Formation. Merci à vous. Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.